Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi 10 mars. Nous parlerons dans ce journal du marché de l'immobilier. Comment se porte-t-il? Que devons-nous retenir des chiffres publiés récemment par l'INSEE? Florian Valéry, gérant d'une agence immobilière, nous éclairera à ce sujet. L'immobilier bénéficie des nouvelles technologies pour se réinventer et proposer des innovations pour l'avenir. C'était le thème de la conférence PropTech d'hier soir au Yacht Club de Monaco. Nous évoquerons aussi la deuxième édition du Girl Boss, ce rendez-vous d'échange entre femmes dirigeantes et jeunes élèves de Monaco. En parlant de femmes, elle a sûrement inspiré de nombreuses athlètes. Nous dresserons le portrait de Paula Radcliffe, ancienne record woman du monde du marathon et qui vit en principauté désormais. Et puis nous mettrons en lumière ce soir l'association monégasque Cordon de Vie qui vient tout juste de fêter ses 10 ans. Mais avant de développer ces titres, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II s'est rendu aujourd'hui dans le Var, à Ollioules, commune où est inhumé l'un de ses ancêtres, Charles Grimaldi d'Antibes, qui fut également évêque de Rodez au XVIIIe siècle. Le prince souverain a reçu un accueil plus que chaleureux par les habitants de la Cité des Fleurs et de l'Olivier. Et désormais, à l'entrée de la ville, les visiteurs pourront découvrir le panneau signalétique « Site historique Grimaldi de Monaco ». Nous reviendrons plus amplement sur cette visite dans notre édition de demain. De retour en principauté pour vous parler de l'un des secteurs les plus dynamiques du pays. Après 2 années ralenties par la crise sanitaire, le marché de l'immobilier est en nette progression. Les derniers chiffres révélés récemment le prouvent. Pour en témoigner ce soir, nous sommes avec Florian Valéry, gérant d'une agence immobilière. Bonsoir. Bonsoir Mme Rousseau. Selon l'Observatoire de l'immobilier, le marché est en nette progression en 2022. C'est un constat que vous dressez également ? Écoutez, oui, tout à fait. Les chiffres qui sont sortis fin janvier donc par l'Institut de la statistique qui viennent corroborer un petit peu ce que nous on a pu ressentir sur le marché en 2022 avec des chiffres records sur le montant global des transactions qui représentent 3,5 milliards entre le marché des ventes et le marché des reventes. C'est directement lié en fait au marché des ventes qui a connu un record absolu puisque les précédents records étaient de 450 millions de volume cumulé et là on est à 1 300 000 euros pour les ventes avec des livraisons importantes de plusieurs immeubles dans le quartier de la Condamine. Je pense au 45 rue Grimaldi, Villa Portofino aussi au Square Gasto et l'immeuble de l'Exotique à l'entrée de ville au Jardin Exotique. Oui, le marché du neuf est en pleine expansion. Tout à fait, donc on dépend en fait directement des opérations qui sont livrées par rapport aux chiffres. On a été sur des opérations d'envergure importante qui ont couvert un petit peu tout type de typologie d'appartements. Il y avait des studios jusqu'aux 5 pièces et plus. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, le succès de l'attractivité de Monaco se répercute directement dans les ventes de programmes neufs, puisqu'elles trouvent toute preneur bien avant la date de livraison et on a beaucoup de demandes voilà, pour des prospects qui souhaiteraient s'établir en principauté et qui attendent, on va dire, un standard bien au-delà de ce qui était proposé par le passé dans les immeubles avec des prestations annexes, notamment voilà, piscine, salle de sport, service de conciergerie, service voiturier. Voilà, elle a changé au fil des années cette demande. Elle a évolué, on va dire qu'aujourd'hui on est dans un contexte vraiment international. On est mis en concurrence avec d'autres grandes villes européennes, mais pas qu'en Europe d'ailleurs. On a les Émirats aussi qui sont en plein boom. Et la clientèle qui vient s'installer à Monaco, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est de plus en plus jeune. Auparavant, on avait souvent une clientèle qui venait en fin de carrière s'installer en principauté, voire même à la retraite pour vivre une retraite paisible, heureuse avec le climat méditerranéen et tous les autres atouts de la principauté, alors qu'aujourd'hui on a vraiment des entrepreneuses qui sont vraiment au cœur de leur carrière et qui souhaitent s'installer ici aussi pour des raisons familiales avec les infrastructures scolaires qu'on a en principauté. Et ça c'est vraiment motivant parce que du coup c'est des gens qui animent au quotidien la principauté, qui créent aussi des entreprises en principauté, de l'activité économique, et qui eux du coup voilà, ont eu l'habitude de voyager, de vivre dans plusieurs pays et qui attendent un niveau de prestation équivalent à ce qu'ils ont pu connaître par le passé, notamment quand on leur annonce les prix au mètre carré. Quel est le prix justement au mètre carré ?
Alors on va dire que sur les reventes, on va parler plutôt des reventes au prix du mètre carré. On est à 51 000 € pour l'année 2022. C'est très proche du record qu'on avait atteint en 2021 qui était de 52 000 €. C'est une progression sur les 10 dernières années de près de 80%. Pendant le Covid, les prix avaient légèrement baissé, mais c'était très très minime. C'est surtout le volume de revente qui avait un petit peu fléchi. Et là, aujourd'hui, donc depuis 2021, on a eu un fort rebond qui s'est stabilisé en 2022 et qui, je pense, devrait repartir à la hausse pour 2023. Qu'en est-il du marché de la location, Florian Valéry ? Alors sur le marché de la location, on a beaucoup de demandes actuellement. Pareil, post-Covid, beaucoup de gens en ont profité pour prendre des décisions familiales, professionnelles. Et la principauté a été vraiment dans les favoris, on va dire, des destinations possibles pour ces familles qui souhaitent se relocaliser. Et c'est vrai qu'en général, quand on vient s'installer dans un nouveau pays, on démarre par de la location, surtout compte tenu des prix pratiqués en principauté. Ça permet souvent à cette clientèle qui vient s'installer de confirmer déjà qu'ils vont rester sur du moyen-long terme en principauté, mais également de connaître un petit peu mieux les quartiers qu'on a à Monaco, même si on est sur un petit territoire de 2 km², il y a quand même des spécificités liées à certains quartiers, liées à certains immeubles. Il y a des quartiers qui sont plus plébiscités que d'autres ? On a Monte-Carlo, qui reste une valeur sûre, puisque voilà, c'est un petit peu le centre géographique de la principauté. Mais on a vu par contre un vrai regain d'intérêt pour le Larvotto. Je pense que c'est lié à la rénovation notamment de la plage. Et après, on a Fontvieille. Fontvieille, ça fait quelques années que c'est un endroit très très recherché. Pour plusieurs raisons, principalement parce que on n'a pas de grands chantiers d'envergure sur Fontvieille, à l'exception de l'entrée du quartier de Fontvieille avec le projet donc, du nouveau collège. Mais sinon, c'est un quartier qui est calme, c'est un quartier qui est plat, donc pour des gens notamment un peu plus âgés, c'est quelque chose qui est apprécié, qui a toutes les commodités sur place et qui vieillit bien. Merci beaucoup Florian Valéry d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer la santé de l'immobilier à Monaco. Merci infiniment. Merci beaucoup Madame Rousseau. Et l'immobilier bénéficie des nouvelles technologies pour se réinventer et proposer des innovations pour l'avenir. C'était le thème de la conférence PropTech d'hier soir au Yacht Club de Monaco. Plus d'explications avec Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. Pas plus que les autres secteurs d'activité, l'immobilier n'échappe pas au besoin d'évoluer en s'appuyant sur les opportunités offertes par le digital. Le numérique change profondément la manière de financer, construire, gérer ou occuper un bien. D'abord, c'est une profonde modification de la manière dont on conçoit et on vend l'immobilier. Que ce soit la construction, tous les outils pour construire de manière plus efficace, la bonne information au bon moment sur un chantier, la 3D, que ce soit les visites dans un monde virtuel. La deuxième chose, c'est les transformations qu'induisent le numérique sur l'immobilier. Je pense au télétravail, je pense au e-commerce, qui modifient profondément comment on conçoit des bureaux, comment on conçoit des établissements logistiques. Et la troisième, c'est évidemment le défi environnemental. Aujourd'hui, avec des nouvelles technologies pour la construction qui consomment moins de CO2, avec des capteurs qui vont mieux éclairer, mieux utiliser l'air conditionné, qui vont s'adapter au nombre de gens qui sont effectivement présents, le défi environnemental passera par l'immobilier et le défi environnemental par l'immobilier passera par le numérique. Différents acteurs du domaine s'étaient réunis à l'occasion de la conférence PropTech. Parmi eux, l'un des pionniers a proposé des solutions de visualisation immersive et plusieurs investisseurs de projets digitaux. Tous les métiers de la filière immobilier BTP y gagnent, au service d'une meilleure rentabilité pour plus d'innovation et une expérience unique pour les usagers. Aujourd'hui, je vous mets en 3D votre futur appartement, avec tous les lits, tout. Et si ça vous plaît, je le construis et je vous le donne comme vous l'avez vu. Vous pouvez changer à la dernière minute la couleur des draps du lit, comme vous voulez. Donc ça va être le futur, tout à fait. Et on pourra visualiser beaucoup mieux à l'avance et gagner énormément de temps. C'est mondial. Nous, en Principauté, on est toujours à la pointe puisque c'est déjà le deuxième salon que l'on fait. On a déjà rencontré la plupart des acteurs de ce soir. Ce sont tous des gens très jeunes, pas comme moi. Et en fait, je pense que oui, bien sûr, Monaco sera à la pointe là-dessus, sans problème.
Dans ce secteur déjà caractérisé par un haut niveau de complexité, l'enjeu porte désormais sur la capacité à créer un écosystème interconnecté, un défi qui ouvre la possibilité de réinventer la profession. Revenons à présent sur cet événement qui était organisé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. La deuxième édition de Girl Boss proposait une rencontre de jeunes étudiantes de la Principauté et des femmes dirigeantes et inspirantes. Un moment constructif proposé par l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco et Chicane Icane. Le reportage de Perrine Boger, Lionel Bernardi et Louis Borgia. Elles ont entre 12 et 18 ans et sont scolarisées en Principauté. Autour de rencontres individualisées de 8 minutes chacune, les jeunes filles présentes ont l'opportunité d'échanger avec des femmes à haut poste dirigeant sur leur parcours, mais aussi sur les difficultés rencontrées. Il y a plein de femmes qui ont dû surmonter des épreuves, il y en a d'autres où ça a été plus facile, mais du coup je trouve que c'est ça qui est intéressant, de voir pour voir leurs épreuves et qu'elles nous expliquent comment les surmonter. Ces femmes mentors font partie des secteurs publics ou privés. Elles sont avocates, journalistes ou encore chefs d'entreprise et rencontrent principalement les mêmes difficultés ou inégalités face aux hommes. On est encore aujourd'hui malheureusement dans une société patriarche. On en souffre au jour le jour, surtout quand on doit jongler des enfants. Et j'espère que cette génération qui arrive aura plus de facilité et donc de pouvoir leur passer cette envie d'entreprendre, de leur donner confiance en elles. C'est vraiment une opportunité de former une future génération de femmes qui aideront à changer les injustices qu'on a aujourd'hui. Pour cette seconde édition Girl Boss, les deux associations lancent une nouveauté. Nous avons eu l'idée de faire une journée en immersion avec elles. Alors, pourquoi une journée en immersion ? C'est-à-dire qu'on considère qu'en fait, ce qui serait bénéfique pour ces jeunes filles, c'est de passer une journée, du matin au soir, avec une femme, voir comment ça se passe pour jongler entre la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie avec les enfants, les responsabilités, leur montrer que tout est conciliable avec nos qualités féminines et notre singularité féminine. Une journée importante permettant de créer un lien entre étudiantes et mentors. L'objectif premier reste de transmettre l'envie et le goût de l'entrepreneuriat. Et le sourire de ces jeunes filles en dit long sur le succès de cet événement. La femme dont le portrait va suivre a sûrement inspiré de nombreuses athlètes. Paula Radcliffe a été pendant 16 ans la record woman du monde du marathon, avec un chrono de 2 heures 15 minutes et 25 secondes. Elle a mis un terme à sa carrière professionnelle en 2015, mais la sportive de 49 ans continue encore de courir aujourd'hui pour le plaisir. Émilie Flamin a tenté de suivre la cadence à ses côtés. Regardez. Un record du monde pendant 16 ans, une quinzaine de marathons à son actif. Depuis ses 7 ans, Paula Radcliffe court, une passion qui lui vient de son père. Là, mon papa, il courait des marathons et moi, j'en avais peut-être 6-7 ans. Et le week-end, il courait dans la forêt et on est allé l'encourager, lui donner un petit ravitaillement. Et donc là, j'ai fait peut-être 800 mètres, 1 kilomètre avec. Et ça m'a donné envie de m'inscrire dans un club d'athlétisme, ce que je l'ai fait dès que je pouvais à l'âge de 9 ans. Un amour de la course qui l'a amenée à gagner son premier marathon en 2003 à 29 ans. Et malgré sa victoire, elle ne s'est jamais arrêtée sur ses acquis. Dans l'athlétisme, à chaque fois qu'on réalise un objectif, on est toujours en train de reformuler les objectifs pour s'étirer un peu de plus. Donc une fois que j'avais réalisé le record du monde, la première fois c'était à Chicago. Et après l'objectif c'était de le faire revenir à Londres, là où, pour faire complètement le cercle de là où je suis partie de. Pendant toutes ces années sur le podium et encore aujourd'hui avec son engagement auprès d'associations, elle milite pour la paix et l'équité dans le sport à travers de grandes figures qui l'ont guidée jusqu'ici. Je suis toujours reconnaissant aux femmes qui sont allées devant moi, qui se sont battues pour avoir le droit de courir le marathon. Je parle de Catherine Switzer, de Bobby Gibb à la fin, qui n'avaient pas la permission, la possibilité de courir un marathon, qui devaient se déguiser en tant qu'homme pour pouvoir courir un marathon. Depuis 2015, l'athlète est à la retraite compétitive, mais ça ne l'empêche pas de courir tous les jours, cette fois-ci sans chrono. Et pour boucler la boucle, elle espère dans les prochaines années courir pour les 2 marathons des majeurs qui lui manquent, Tokyo et Boston.
On reste dans le sport avec du football. L'AS Monaco reçoit le Stade de Reims dimanche à Louis II pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Après un match nul face à Troyes, les Monégasques comptent bien renouer avec le succès, eux qui étaient pourtant sur une bonne dynamique depuis le début de l'année. On écoute le défenseur Ruben Aguilar qui s'est présenté aujourd'hui en conférence de presse d'avant-match. J'ai pas d'explication, mis à part le fait... Bah oui, on n'a pas gagné les 3 matchs, mais avant ça, on a eu une grosse série, comme vous l'avez dit. Mais voilà, on va essayer de vite repartir pour essayer de recréer une nouvelle série positive. Mais voilà, ça serait trop facile si toute l'année, on faisait que des bons résultats. On sait qu'à un moment donné, y a des résultats négatifs qui arrivent. Donc c'est à nous de travailler ce qui ne va pas ou ce qui n'a pas fonctionné. Mais on sait que tous les matchs sont compliqués en Ligue 1. Donc voilà, après il y a eu la Ligue Europa. Voilà, maintenant c'est derrière nous. Il y a eu la Coupe de France aussi. Maintenant on n'a que la Ligue 1 et on se concentre que sur la Ligue 1. On veut forcément rebondir, on veut gagner à la maison dimanche. Ça sera un match compliqué, on le sait. Mais voilà, on veut renouer avec la victoire aussi. Donc on a travaillé dur cette semaine pour préparer au mieux ce match intéressant contre Reims. Monaco-Reims, c'est donc ce dimanche à 17h05 au Stade Louis II. Sachez que les places pour ce match seront à 1 € seulement pour toutes les femmes et l'entrée sera gratuite pour tous les enfants et adolescents de moins de 16 ans. Coup de projecteur maintenant sur cette association monégasque qui fête cette année ses 10 ans. Pour célébrer cet anniversaire, elle vient d'organiser avec le soutien du Sort Optimiste Monaco une soirée caritative au profit de la recherche sur l'autisme. Plus de détails avec Perrine Boger et Jean-Alexandre Dordet. Depuis 10 ans, l'association Cordon de Vie soutient la science. Elle travaille discrètement mais solidement autour de la recherche scientifique sur les cellules du cordon ombilical et de la moelle osseuse. Donc on a fait, si vous voulez, une première partie, les 10 premières années que nous fêtons ce soir, ont été faites en soutenant 25 projets et avec une branche humanitaire aussi, de faire en sorte que les résultats de ces projets de recherche puissent aussi servir aux pays plus défavorisés. Pas qu'à l'Occident, mais également, et en particulier à l'Afrique, selon un peu la tradition de fraternité de la Principauté de Monaco. Cordon de Vie finance divers travaux scientifiques. Si de grandes découvertes ont été réalisées, l'objectif principal reste de comprendre les causes et les mécanismes de l'autisme pour mieux traiter les personnes atteintes de cette pathologie. Il faut qu'on continue ce travail d'identification des gènes en cause qui probablement font que les personnes sont plus ou moins vulnérables à ces facteurs de risque environnementaux. Il faut qu'on comprenne les conséquences de cette interaction entre des facteurs de vulnérabilité génétique et les facteurs environnementaux et en particulier qu'on arrive à expliquer l'origine de l'inflammation qui cible à la fois le système digestif, le sang et le cerveau. Et c'est pour ça qu'on essaye de développer des stratégies thérapeutiques qui doivent nous permettre d'être bien meilleurs qu'on l'est aujourd'hui pour améliorer le pronostic de ces patients. En organisant cette soirée, les deux associations ont un objectif, celui de récolter des dons. Il y a besoin de gros moyens financiers. Alors on a beau avoir des adhérents, vous savez, ça va de la plus petite somme jusqu'à des bienfaiteurs, mais vous savez bien que le Covid est passé par là, les bienfaiteurs c'est de plus en plus difficile et justement cette soirée est quand même faite pour nous encourager financièrement pour que tout ce domaine de l'autisme puisse être travaillé à fond. Aujourd'hui, l'association Cordon de Vie prend un tournant. Les années à venir seront dédiées aux recherches sur la psychiatrie et les maladies mentales en général. Rappelons que dans le monde, 1 personne sur 100 est atteinte d'autisme. Dans l'actualité en bref, la mairie de Monaco renouvelle son opération don de plantes. Celle-ci aura lieu le mercredi 15 mars au Parc Princesse Antoinette à partir de 13h30. 300 plantes de la saison hivernale seront proposées à ceux qui le souhaitent. Petite précision, afin de satisfaire le plus grand nombre, la distribution est limitée à 1 plante par personne. Jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Bonsoir Yannick de Bever. Le vent va-t-il perdurer en principauté ce week-end ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Une légère brise sera encore présente ce samedi à Monaco, mais rien de bien gênant. Il fera beau tout au long de la journée avec des températures très douces qui monteront jusqu'à 20 degrés au cœur de l'après-midi. Ce samedi 11 mars, nous fêterons Sainte Rosine.
Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte ce soir avec la principauté qui a amorcé sa métamorphose pour accueillir les grands rendez-vous automobiles. Le premier sera le e-prix le 6 mai prochain. Les photos de ce soir sont signées Manuel Vitali. Excellente soirée à tous et à demain pour votre édition du week-end.